Rebonjour à tous. Voilà, il faut lire là parce que comme c'est les journées interactives pédiatriques de Tanger, vous allez répondre à une QCM. Pour ceux qui viendront au cas clinique demain, il y en a 17 des QCM, donc préparez-vous. Je ferai un petit peu aussi de peau et nutrition, pas aussi brillamment que Marc, mais c'est bon. Après, je fais quoi, Rami, parce que je ne sais plus. Voilà, il n'y a qu'une seule QCM pour débuter. D'accord. Donc là, je fais ça et la QCM va venir. Ça. Voilà. Donc vous voyez là, parce que... Non ? Ça y est, là, ils peuvent répondre ? Ah bon, d'accord. Mais donc vous lisez, parce que je ne peux pas lire. Je ne peux pas l'avancer, moi je peux le faire là ? Si. Donc voilà, vous avez 5... Donc ceux qui ont bien écouté ce que j'ai dit, dans d'autres villes du Maroc, même si Tanger... Je ne vais pas dire que c'est ma ville préférée, parce que tous ceux qui ne sont pas de Tanger sont vexés, mais c'est une de mes villes préférées. En réalité, c'est la plus belle pour moi. Hein. Alors je vous laisse donc les propositions exactes. Proscrire les biberons de complément à la maternité chez les nouveau-nés destinés à être exclusivement allaités. Donc est-ce que ça prévient l'allergie alimentaire? Exclure les aliments à fort potentiel allergisant chez les mères allaitantes. Est-ce que ça prévient? Prescrire des probiotiques, si vous avez bien écouté Alexis avec son excellent topo, pendant la grossesse et au cours des 2 premiers mois de vie. Est-ce que ça marche? Prescrire un LHA chez les nouveau-nés à risque. Et enfin, introduire entre 4 et 6 mois les aliments à fort potentiel allergisant chez les nourrissons à risque. Donc après, pour avoir les réponses, je fais entrer. D'accord. Alors voilà. Donc vous êtes fort, heureusement, parce que ce n'est pas la première fois que je fais ce topo, donc j'aurais été vexé. Après, j'avance comme ça, c'est ça. Voilà. Donc on va faire une revue rapide pour rester dans les temps. Alors tout d'abord, le biberon de complément avec des PLV entières à la maternité. Alors de quoi on parle? Parce que c'est souvent difficile à comprendre et vous allez voir par la suite. Donc de quoi on parle? C'est une maman qui vient d'accoucher et qui déclare vouloir allaiter son bébé. Et le lendemain, elle passe une nuit, comme elle venait d'avoir un accouchement un peu difficile, et donc l'infirmière qui vient la voir lui dit pour vous laisser vous reposer, je lui ai donné un biberon cette nuit. C'est ça le biberon de complément. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va être allaité et qui reçoit un biberon de complément. Alors c'est quelque chose qui est très fréquent, trop fréquent. Vous voyez les chiffres, avec notamment une enquête qu'on avait faite à la PHP, plus de 80% des enfants reçoivent ce biberon de complément. Alors parfois il est indiqué, il y a des situations où il faut donner ce biberon de complément, si la mère a eu vraiment un accouchement très très difficile ou si le nouveau-né est à risque d'hypoglycémie, macrosome, hypotrophe, prématuré, nouveau-né de mère diabétique. Mais malheureusement, le plus souvent, c'est pas parce qu'il y a une nécessité, c'est parce que on veut bien faire, hein, comme l'infirmière qu'on a vu tout à l'heure, elle veut laisser la maman se reposer et elle lui donne un biberon la nuit. Alors pourtant, on sait depuis le siècle dernier, comme vous le voyez en bas, 1999, que ce biberon de complément, lorsqu'il s'agit d'un biberon avec des protéines du lait de vache entières, c'est le lait standard qui est ici, comparé, les enfants étaient randomisés, vous voyez, plus de 5000 nourrissons qui allaient être allaités, qui ont été randomisés pour recevoir soit un lait standard avec des protéines entières, soit du lait de femme pasteurisé, soit un hydrolyse à pousser. Et comme vous le voyez, ceux qui avaient reçu ce biberon, ou ces 2 biberons à la maternité, et qui ensuite avaient été exclusivement allaités, on est en Finlande, quasiment 100% des femmes allaitent, eh bien, multiplier quasiment par 2 leur risque d'allergie aux protéines du lait de vache. Et bien que ce soit aussi ancien, ça n'a pas été appliqué, et il a fallu, vous voyez, une vingtaine d'années plus tard, montrer avec d'autres études, entre-temps il n'y en avait vraiment quasiment pas, notamment dans cette étude rétrospective où dans les facteurs de risque on retrouve le biberon de complément à la maternité qui augmente le risque de 5 fois. Et regardez, quand on fait biberon de complément plus césarienne, et là Alexis serait sûrement intéressé, vous savez que la césarienne a montré qu'elle pouvait augmenter le risque d'allergie, et là vous voyez que quand on ajoute la césarienne, on multiplie par 12 le risque. Et des études encore plus récentes l'ont montré, voilà 300 nouveau-nés qui ont été randomisés cette fois. C'était une étude, il y a eu, comme la toute première, randomisés pour recevoir soit une formule avec des protéines du lait de vache entière,
soit une formule à base d'acide aminé ou pas de complément du tout. Vous voyez les sans PLV et les avec PLV, et vous voyez que ceux qui ont eu des PLV, donc un biberon de complément, 1 ou 2 biberons, multiplie par 2 le risque de sensibilisation aux protéines du lait de vache, et par quasiment 10 le risque de développer une allergie aux protéines du lait de vache. Alors l'autre question qui se pose, c'est est-ce que c'est limité à la maternité, ou est-ce que pendant les semaines qui vont suivre, où la maman va exclusivement allaiter, si l'enfant a besoin épisodiquement, ponctuellement d'un biberon, est-ce que ce risque persiste? C'est-à-dire, est-ce que s'il a besoin d'un biberon de complément, il faut, là encore, lui donner un hydrolysat poussé ou ne pas lui donner des protéines du lait de vache entière? Ça, c'est un travail qu'on a fait avec Karine Garcette dans le service. C'était aussi une étude rétrospective avec les facteurs de risque. Vous voyez que dans les 3 facteurs de risque, en analyse multivariée, parce qu'il y avait beaucoup de facteurs confondants, le biberon de complément à la maternité ressortait, ça c'était le premier point. Mais par contre, on avait aussi une deuxième question, est-ce que les biberons de complément, le premier mois qui suivait la sortie de maternité, étaient un facteur? Et la réponse était non. Mais pour être honnête, autant pour les 3 facteurs indépendants, la méthodologie était correcte, après c'était quand même plus compliqué. À la maternité, c'est plus facile de s'en souvenir. Mais une étude plus récente, vous voyez, de 2023, semble suggérer le contraire. Vous allez voir que ce n'est pas si clair que ça. Donc vous voyez, c'est une étude prospective, cette fois de près de 2000 nourrissons qui sont suivis pendant 1 an. Et ils ont regardé les risques d'allergie aux protéines du lait de vache selon le mode d'alimentation. Alors, la particularité, c'est que... non, pardon, c'était une autre étude. Donc, ils ont comparé ceux qui ont reçu des compléments ponctuels au cours des 2 premiers mois de vie, c'est ce que j'ai mis en rouge ici. Donc la maman s'absentait, donc hop, on lui donnait un complément ponctuel. Et ils l'ont comparé à l'allaitement exclusif sans complément et à l'inverse, c'est-à-dire des enfants qui avaient des protéines du lait de vache en permanence. Donc on avait les 2 extrêmes et puis des petits compléments. Alors vous voyez que allaitement exclusif versus complément, il n'y a pas de différence significative. Mais on passe de 0,7% à 3,3%. Et par contre, quand on comparait ces petits compléments ponctuels aux enfants qui avaient été en permanence soumis à des protéines du lait de vache, donc qui n'étaient soit pas allaités, soit qui étaient en allaitement mixte, cette fois, vous voyez que la différence était très significative. Donc, la conclusion de cette première partie, c'est que déjà, pour tous ces enfants qui naissent et dont la maman veut un allaitement exclusif, ces enfants ne devraient pas recevoir de biberon de complément. Mais quand c'est nécessaire, eh bien, il faudrait soit une hydrolyse extensive des protéines de vache, soit une formule à base d'acide aminé. Et à la question, est-ce que si au cours des 2 premiers mois qui suivent, si la maman doit par exemple être hospitalisée, lui, elle ou l'enfant, est-ce qu'il faut donner un hydrolysat ou pas? Donc vous avez vu que les résultats étaient divergents, mais par principe de précaution, pour une fois qu'on l'applique, je pense qu'il vaut mieux quand même donner un hydrolysat. Deuxième situation, c'est les compléments de lait chez les nourrissons exclusivement allaités. Attention, ce n'est pas la même chose. On était à la maternité, ici ça va être des compléments de lait permanents. Donc l'étude la mieux faite, 2020, c'est cette étude qui a été randomisée. Donc ils ont pris des enfants qui étaient allaités et à 1 mois de vie, il y a eu deux groupes. Il y a eu un groupe qui a continué l'allaitement exclusif. Alors, vous voyez, c'est en rouge. Quand ils avaient besoin, ils avaient un complément à base de soja. Bon, c'était un petit biais, mais bon, c'est comme ça. Et puis, un groupe en bleu qui a continué à être allaité et qui a reçu tous les jours 10 millilitres de lait, protéines du lait de vache entière. Et ils ont regardé, au cours des 6 premiers mois, l'incidence de l'allergie aux protéines du lait de vache. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo. Ceux qui avaient reçu les petits compléments de lait, donc 10 millilitres tous les jours et du sein, 0,8% d'allergie versus 6,8% pour ceux qui avaient été exclusivement allaités. Donc très clairement, cette étude a montré. Mais il y a plein de biais. D'abord, on ne savait pas s'ils n'avaient pas reçu des compléments à la maternité. Il y avait quand même plein de biais. Des études encore plus récentes semblent aller dans le même sens. Ici, c'est l'incidence de l'allergie aux protéines de vache cumulée sur une année selon le mode d'alimentation. Alors le mode d'alimentation, c'est toujours la même chose, c'est soit allaitement exclusif, soit allaitement mixte, soit PLV exclusif, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas allaités.
Donc il y a plein de barrières, mais regardez là où il y a marqué le petit p inférieur à 0,001. Vous voyez que dans les formes IgE médiées d'allergie aux protéines de vache, le seul groupe qui a développé une allergie IgE médiée, c'est le groupe en bleu foncé. Regardez, le groupe en bleu foncé, c'est ceux qui avaient un allaitement exclusif. En rouge, c'est la totalité. Donc comparé aux autres types, donc allaitement mixte ou pas d'allaitement du tout, eh bien les seuls qui développaient une allergie IgE médiée, c'est ceux qui avaient un allaitement exclusif. Enfin, une dernière étude que je vous montre là. Là, c'est la particularité, c'est que c'est des nourrissons qui ont eu la fameuse dangerous bottle, c'est-à-dire c'était le premier topo, ceux qui ont eu un biberon de complément à la maternité, donc qui augmentent leur risque d'allergie aux protéines de vache. Et ensuite, ils ont mis ça en 4 groupes. Alors, le dernier groupe, le groupe qui est complètement à droite, c'est le groupe qui a des protéines de vache en permanence. Et complètement à gauche, c'est ceux qui ont eu des compléments de lait uniquement au cours du premier mois. C'est surtout ceux qui ont eu uniquement des compléments de lait à la maternité. Et puis on va plus loin, donc à côté, c'est ceux qui ont eu des compléments au cours des 2 premiers mois, et encore à côté, c'est ceux qui en ont eu jusqu'à 3-5 mois. Et bref, vous voyez les chiffres qui diminuent progressivement. Plus ces biberons sont ponctuels, plus le risque d'allergie aux protéines de vache augmente. Et inversement, ceux qui sont en permanence en contact avec les protéines de vache, le risque d'allergie aux protéines de vache diminue très sensiblement. Alors la question qu'on pose à chaque fois, c'est oui, mais donner des compléments de lait chez des enfants qui sont exclusivement allaités, ça risque de diminuer la durée de l'allaitement. Alors il n'y a pas eu d'études spécifiques là-dessus, mais ces 2 travaux, alors la première, l'étude HIT dont je ne vous ai pas parlé, c'était une étude sur la diversification alimentaire, où c'était des enfants qui étaient exclusivement allaités. Un groupe était exclusivement allaité 6 mois, l'autre groupe était diversifié dès l'âge de 3 mois. Eh bien, malgré cette diversification, vous voyez que ça ne changeait pas la durée de l'allaitement. Et l'étude SPAT, c'est la première étude dont je vous ai parlé. Et par exemple, un groupe allaitement exclusif, un groupe qui recevait ces fameux 10 millilitres de lait entre 1 et 3 mois, et ça ne changeait pas la proportion d'enfants allaités. Donc ça ne semble pas agir sur l'allaitement. Si bien qu'en France, les pédiatres de la Société française d'allergologie ont sauté le pas, et dans leurs dernières recommandations, ils suggèrent, chez les nourrissons à risque atopique, de discuter 10 millilitres par jour. Alors ils ont mis de lait premier âge, ils ont eu tort, ils n'avaient pas pris d'experts en nutrition, le lait de vache suffit, jusqu'à la diversification pour diminuer le risque d'allergie aux protéines de vache. Alors donc, qu'est-ce qu'on doit en conclure ? Manifestement, même s'il n'y a pas eu encore de travaux très très clairs, cette introduction précoce des protéines du lait de vache chez les nourrissons exclusivement allaités, encore une fois, je ne parle pas des compléments à la maternité, c'est continu tous les jours, semble diminuer le risque d'allergie aux protéines de vache, si bien que donc, les pédiatres de la Société française d'allergologie ont sauté le pas. Alors, ça, c'est bien sûr extrêmement polémique, et je pense qu'il faut quand même encore des études pour d'abord confirmer et ensuite savoir à quel âge il faut débuter. Est-ce qu'il faut débuter à la naissance? Est-ce qu'il faut débuter à 1 mois? Quel volume il faut donner? Est-ce que 10 millilitres suffisent? Est-ce qu'il faut donner plus? Est-ce qu'il faut donner moins? Et s'il faut le donner tous les jours ou 2 fois par semaine, etc. Mais pour l'instant, tous les travaux sont en faveur de cet effet préventif. Alors, je vais passer bien évidemment très vite sur les probiotiques et les prébiotiques, puisque Alexis en a parlé pour dire à peu près la même chose qu'il avait dit globalement. Eh bien, les probiotiques et les prébiotiques, dans les méta-analyses qui ont été faites, aucune ne préconise l'utilisation de pro ou de prébiotiques, et même de symbiotiques, aussi bien pendant la grossesse, pendant l'allaitement, après, pour prévenir les allergies. Donc, ici, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache.